Salut, c'est Anthony. Salut, c'est Benoît. Bienvenue sur le podcast Agile comme un panda. Le podcast qui chaque semaine te donne les clés pour comprendre et maîtriser les subtilités de l'agilité. Alors, ne reste pas agile comme un panda et traverse cette jungle d'incompréhension avec nous. Agile comme un panda. Bon Benoît, aujourd'hui je te propose de parler évidemment de comment démarrer l'agile. Donc je pense qu'il y a pas mal de niveaux de réponse à apporter. Moi ce que je propose c'est qu'on commence par se dire pourquoi est-ce qu'on ferait de l'agile avant de dire comment. Exactement. Je pense que c'est la première question qu'on doit se poser, la plus importante, et peut-être celle qui prend le plus de temps à répondre, mais en tout cas celle qui est assez fondamentale. Pourquoi je fais de l'agile? Une des premières réponses, en tout cas, selon moi, elle va se trouver dans le contexte dans lequel on vit. Je sais qu'on parle de plus en plus d'un monde qui est VUCA, tu sais, qui bouge beaucoup. Alors, je vais peut-être le rappeler, Explique hein. VUCA quand même. Ouais, voilà, volatile, incertain, complexe et ambigu. Donc, c'est vraiment le monde dans lequel on vit actuellement. Et en fait, ce qu'on se dit, c'est que déjà première réponse, l'agilité va permettre de mieux évoluer dans ce contexte-là. Euh, Pourquoi? Mhm. Parce qu'on veut utiliser une méthode qui nous impose un rythme, une cadence qui est très empirique et très pragmatique et qui va justement nous permettre beaucoup plus qu'une méthode en V de faire face à ces aléas-là. Ok. Après, ce qui est important de le dire aussi, c'est même si ça se prête à notre contexte de marché, l'agilité ne répondra pas à tout. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour dire que l'agilité est bonne pour toutes les entreprises, dans tous les contextes, pour tout le monde. Bien au contraire, le but, c'est vraiment de vous expliquer quand est-ce que c'est pertinent, de quand est-ce que ça ne l'est pas. Donc là, on était plus sur un contexte de marché. Maintenant, on va rentrer vraiment dans ce qui nous intéresse, qui est le contexte de votre entreprise, de nos entreprises. Donc typiquement, euh, Benoît, quel est pour toi le bon contexte dans ton entreprise? Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que on va utiliser de l'agilité quand on a vraiment envie d'être assez disruptif et d'être capable de mettre sur le marché des choses un petit peu plus rapidement et d'apporter de la valeur à nos clients un petit peu plus rapidement, d'apporter du cash un petit peu plus rapidement. La base de la base, c'est qu'effectivement, l'agilité va nous permettre de livrer des choses de manière incrémentale. En opposition avec ce qu'on fait en cycle en V, où on fait des spécifications, on commence à développer, on teste et on met sur le marché. Et en fait, on va dire le temps entre la partie cahier des charges et la partie mise sur le marché et donc cash est très longue, avec le Mm. risque que ça ne corresponde plus à la demande initiale, au besoin initial. L'agilité, il faut vraiment savoir qu'on va faire complètement différemment, qu'on va découper tout ça et qu'on va mettre des petits bouts entre les mains du client beaucoup plus souvent et donc on va récupérer de l'argent plus souvent. Donc là, finalement, on parle de time to market. Complètement. Alors peut-être pour l'illustrer de manière un peu plus concrète, j'ai un exemple que j'aime bien utiliser, qui parle à tout le monde, surtout avec les beaux jours qui arrivent, c'est l'exemple de la chaise longue. Donc aujourd'hui, vous avez une chaise longue, c'est quoi? Vous avez une structure qui est la chaise, et puis à terme, vous allez pouvoir mettre deux options. La première, c'est un espèce de tabouret pour étendre vos jambes, et l'autre élément, c'est une tétière pour être plus confortable au niveau de votre nuque. Donc il y a deux approches. Vous pouvez commencer en V, c'est-à-dire, on va dire que chaque élément, vous mettez 3 mois à le construire, donc 3 mois pour construire l'assise, 3 mois pour les jambes et 3 mois pour la tétière. Donc si vous démarrez en V, ça veut dire qu'au bout de ces 9 mois de développement, vous pouvez mettre en marché votre chaise longue complète. Ça veut donc dire que les ventes commencent dans 9 mois et qu'il faudra attendre quelques mois, peut-être le 10e ou le 11e mois, pour atteindre un équilibre entre votre investissement et ce que ça vous rapporte. Jusque-là, on est d'accord. La différence que va vous procurer l'agile, c'est de se dire, tiens, on va faire des mises en marché successives, progressives et intelligentes. Quand je dis intelligente, c'est bien sûr, on va commencer par l'assise et pas la tétière. Donc si je commence par l'assise, au bout de 3 mois, mon assise existe, donc je peux la mettre sur le marché. Donc je commence déjà à vendre de l'assise.
sur les 3 mois suivants. Donc j'ai pu vendre pendant 3 mois l'assise, mais en plus, j'ai fini le développement de la partie jambes. Ce qui veut dire qu'au bout du 6e mois, je suis capable de vendre une assise et la partie qui supporte vos jambes. Et sur la dernière période de 3 mois, ça veut dire que je vends l'assise depuis 6 mois, que je vends l'option jambes depuis 3 mois, et que là, j'ai terminé mon développement de la tétière. Donc au bout de 9 mois, j'ai ma chaise complète comme le cycle en V. La différence, c'est que si je cumule les mois précédents, donc c'est-à-dire ça fait 6 mois que je vends une assise et 3 mois que je vends l'option jambes, en fait, ça fait déjà 9 mois que vous commercialisez un produit. Et ce qui est intéressant ici, il y en a plusieurs. La première, c'est que potentiellement, votre retour sur investissement, vous le faites pendant la période de développement, ce qui ne peut pas arriver dans le cycle en V. Et surtout, vous avez capté le retour de vos utilisateurs, mais aussi de vos équipes sur comment travailler. C'est là où le contexte agile devient pertinent. Exactement. Je pense que c'est un super exemple et ça permet vraiment d'imager ce qu'on veut dire par développer, mettre sur le marché et finalement rentrer de l'argent de manière incrémentale versus quand on le fait en mode en V et tout à la fin. Anthony, moi, il y a aussi un point qui me semble assez important et qui n'est pas tout le temps vu quand on est dans un cycle en V. En tout cas, très souvent, on fait le choix de l'agilité pour aussi être capable d'être innovant. Tout à l'heure, je parlais du monde VUCA. Faire face au monde VUCA, c'est pas seulement être capable de faire face à une demande qui change, c'est aussi être capable justement d'être disruptif par rapport à la concurrence et d'être capable d'innover. Et une des choses très importantes avec les méthodes agiles, c'est qu'effectivement, elles nous permettent de mettre en œuvre des processus d'innovation et d'être innovant et d'apporter cette innovation sur le marché. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important à avoir en tête quand on se pose la question de l'agile ou non. Complètement. Et enfin, j'aborderai aussi un dernier sujet qui est plus sur pourquoi ne pas faire de l'agile, ou en tout cas dans quel contexte ne pas faire de l'agile. C'est un contexte où vous souhaitez refondre un existant. C'est quelque chose de très classique. Quand je dis classique, c'est chez 90% des entreprises. Souvent, malheureusement, on ne fait pas du neuf avec du vieux, en tout cas quand on parle de l'agilité. Puisqu'en fait, ce que vous faites, c'est que vous amenez juste toutes les contraintes de votre monde existant et vous l'amenez dans un nouveau monde. Or, le principe du nouveau monde, c'est de justement s'affranchir de toutes ces problématiques et d'aller de l'avant. Donc c'est un peu dans ce que je classe dans les anti-patterns. Ouais, très concrètement, tu sais, je t'en ai aussi déjà parlé, Anthony. Je pense qu'on peut prendre l'exemple classique d'un projet de migration technique sur un outil X ou Y. Très souvent, c'est le genre de projet qui est très bien en waterfall parce qu'on sait ce qu'on a à faire, on connaît la durée de la tâche, on a une Et ça deadline marchera mieux précise en et waterfall. ça marchera mieux en waterfall. Mais malheureusement, comme aujourd'hui, l'agilité c'est quand même assez à la mode, on va décider quand même de faire ça en mode agile. Et je dis pas que ça marchera pas, on peut évidemment, mais quand même très souvent c'est très complexe. En fait, ça dépend. Ce que tu dis, c'est super intéressant parce qu'en fait, ça dépend. Quand tu dis ça marchera pas, ça veut dire ça dépend. C'est quel est ton but. Tout à fait. Si ton but, dans ton cas précis de refondre d'un outil existant, si ton but est de mettre en place l'agile, vraiment l'agile avec le petit copyright, là, je m'évertue toujours à mettre le petit C pour expliquer que c'est un concept, un principe, ça ne marchera pas. En revanche, si ton but, il est plus dans une approche, je veux faire évoluer mon management et je veux introduire du management visuel, ça marchera pas. En revanche, là, je vous mets enfin, j'essaye d'enlever un biais qui est important, c'est que les gens confondent souvent, malheureusement, agilité et management visuel. Comme on vous l'a expliqué dans le premier épisode, c'est que le management visuel est un des nombreux outils qui sont mis à disposition dans l'agile. Et moi, ce que je vois souvent chez mes clients qui viennent me dire ouais, Anthony, démarrons, faisons de l'agile. Moi, ma première question, c'est mais pourquoi tu veux faire de l'agile? En fait, finalement, parle-moi de ton vrai sujet, de ta vraie problématique. Et puis, moi, je te dirais si le V ou l'agile fonctionne. Et en fait, on se rend compte que la plupart des personnes ne veulent pas de l'agile. Ce qu'ils veulent, c'est du V, parce qu'ils le maîtrisent, avec des cycles de livraison qui sont plus réduits
que les 6, 9, 12 mois qu'on va trouver dans le V, mais peut-être descendre à tous les 3 mois. Et ils veulent intégrer des outils de management visuel. Et souvent, les gens, les équipes, c'est ce qu'elles veulent. Donc attention, il ne faut pas confondre agilité et management visuel. Donc ça, c'est un premier biais. Et le deuxième biais, c'est l'aspect RH. Souvent, on me dit, oui, mais Anthony, tu comprends, nous, on veut faire rentrer dans notre entreprise les meilleurs talents. Et aujourd'hui, les talents les plus demandés sont autour de la technologie. Donc oui, ok, je comprends. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous voulez faire rentrer des talents avec une fausse promesse en disant vous allez voir, venez chez nous, c'est top, on est agile. Vous savez, ces talents, ils savent vraiment ce que c'est l'agile, donc ils le verront. Donc soit vous prenez le risque d'internaliser ces personnes, puis au final, elles vont partir et dans le pire des cas, elles vont vous faire une très mauvaise presse. Et ça va très vite parce que souvent, les bons, ils volent en escadrille. Donc en fait, vous n'avez pas dégoûté une personne de bonne, mais potentiellement 5, 6, 10. Donc vraiment, faites attention à ça. Plutôt, essayez de vous dire, finalement, j'ai pas recruté un talent, mais je l'ai pas loupé, ni lui et son entourage, pendant 5-10 ans. Et c'est vrai que ça, c'est super dur à admettre et de se dire, tiens, on n'est pas dans la bonne typologie pour faire de l'agile. Mais encore une fois, quand on parle de méthode, le V, il a vraiment ses vertus. Et aujourd'hui, il y a tellement de gens en plus qui sont dégoûtés de l'agile, entre autres parce qu'il est mal utilisé, que croyez-moi, ça va pas être quelque chose de discriminant pour les vrais talents, les bons talents que vous cherchez. Non, et tu sais, Anthony, d'autant plus que les agilistes, j'en connais très peu qui vont te dire le cycle en V, c'est pas bon du tout. Par contre, j'en connais beaucoup qui vont être capables de te dire le cycle en V, c'est différent de l'agilité pour ça, et il faut utiliser l'agilité pour d'autres raisons. Mais effectivement, la toute première question, c'est vraiment de se poser la question de pourquoi on fait ça, et on rejette pas le cycle en V. Il s'adapte à beaucoup de choses, il sert à beaucoup de choses, il a beaucoup de vertus. Et effectivement, il faut pas avoir honte aussi, parce que c'est compliqué. Il faut pas avoir honte de dire, moi, je fais un nouveau projet et je pars en cycle en V. Ça marche très bien. Complètement. Et maintenant qu'on a pris le temps de poser finalement tout ce qui est prérequis, donc comment vraiment concrètement je démarre l'agile? Benoît, comment tu démarrais? Tiens, je te dis, on a un nouveau projet, donc c'est pas sur une refonte d'un existant, c'est pour un nouveau produit, nouvelle gamme de produits. Alors, on se met dans une optique, je pense, où effectivement, là, on veut vraiment passer à l'agile parce qu'on est convaincu des vertus, on est convaincu de tous les bénéfices qu'on va pouvoir en retirer. Et je dirais, mais je pense que vous me voyez venir, il faut y aller de manière incrémentale. Alors oui, effectivement, on est agile, donc on y va de manière incrémentale, mais inspirez-vous des frameworks, inspirez-vous du Safe, inspirez-vous de Scrum, de Kanban, de tout ce qui existe. Par contre, et on l'entend de plus en plus, n'essayez pas d'appliquer un framework by the book dès le début, parce que ça peut marcher, mais ça risque d'être quand même très compliqué. Mais inspirez-vous, lisez et essayez de vous faire accompagner si vous n'y arrivez pas, mais essayez d'adapter ces différentes méthodologies, ces différents courants de pensée, parce qu'on est sur des courants de pensée, à votre contexte actuel, à votre contexte, à vous, et d'essayer d'en tirer le meilleur. Ça, déjà, pour moi, c'est le premier point. Je ne sais pas si Anthony, t'es en phase, mais ça me semble important. Alors, après, on va se dire concrètement comment j'y vais. Parce que là, encore une fois, je ne suis pas concret. Je me pose des questions sur comment je dois m'organiser pour mettre en place l'agilité chez moi. Après, ce qu'il va falloir de toute façon, c'est mettre en place des cadences. Parce que vous savez que c'est très important d'avoir des fameuses cadences qu'on appelle les sprints. Il va être très important d'avoir aussi certains rôles. On parle beaucoup du Scrum Master et du Product Owner. Je pense qu'on aura l'occasion dans d'autres podcasts d'aller plus loin sur la description de ces rôles. Mais selon moi, on ne peut pas faire de vraie agilité si on n'a pas au moins ces deux rôles qui sont primordiaux. Qui soient respectés. Et en revanche, là, ils sont by the book. Alors, oui et non. Enfin, ouais, en fait, je pense que leurs compétences, effectivement, il y a tout un champ de compétences qui doivent être présents, qui doivent être là si on veut que ça fonctionne. Donc, on est plutôt by the book. Mais j'ai envie de dire, j'ai souvent vu des rôles qui étaient de Scrum Master avec peut-être un petit peu d'autres
d'autres responsabilités. C'est pas by the book, mais je pense qu'on ne doit pas non plus arriver en tant qu'ingénieur en disant bah non, le Scrum Master il fait seulement ça et c'est tout. Parce que sinon ça montre qu'on est finalement pas très agile et qu'on s'adapte pas au contexte D'accord. actuel Ah oui. de En l'entreprise. fait, moi, quand je te le disais ça, c'est plus sur le mode hybride. Oui, C'est-à-dire, au final, sur un projet, t'es Scrum Master. Sur un autre qui est aussi gros, bah, tu vas être je chef de comprends. projet. Alors, D'accord, je fais l'exemple classique. Alors, je dis pas que c'est pas impossible. C'est juste que les soft skills intrinsèques c'est vrai. à ces deux rôles, bah, en fait, ou alors vous mettez quelqu'un de totalement schizophrène, puisque on va dire, un des soft skills ultra demandé quand on est chef de projet, bah finalement, c'est quand même avoir un côté, certes, je pilote des hommes et des femmes sur mes projets, mais j'ai un côté un peu hiérarchique. Ce que ne doit surtout pas aborder un Scrum Master. C'est ça. Un Scrum Master, au mieux, c'est un leader, mais ce n'est pas un manager. Mm. Et souvent, alors c'est pas bien de faire des généralités, mais souvent, les anciens chefs de projet, euh, c'est difficile dans les soft skills de devenir un très bon Scrum Master. Mm. C'est plus ce piège que, enfin, je disais, by the book, on Je respecte comprends. Non, mais tu as le complètement niveau. raison. Ouais. Et tu vois, donc, après, selon moi, une fois qu'on a parlé ressources, une fois qu'on a parlé qui est-ce que je mets dans mon équipe et quelles sont les compétences dont j'ai besoin, ça, encore une fois, on pourrait en discuter beaucoup plus, mais disons que c'est une première étape qui est faite. Selon moi, la deuxième étape, c'est d'être capable de passer d'un mode de fonctionnement cahier des charges à un mode de fonctionnement, on va dire, spécification agile. C'est-à-dire être capable de découper mon besoin euh, en plus petits morceaux et des morceaux qui sont entre guillemets consommables par une équipe agile. Et ça, c'est vrai que j'ai souvent vu, mais c'est normal, beaucoup de difficultés à faire ce changement-là parce que c'est pas inné, c'est pas si simple, et je pense que ça mérite un petit peu de temps de réflexion avant vraiment que ça puisse être que ça puisse être mis en Oui, place. parce que là, on doit identifier de manière ultra fine ce qui est business compatible, enfin, ce qui va générer du C'est business. ça. C'est vrai que quand on fait un cycle en V, comme c'est tout de suite le gros système qu'on décrit, bah, c'est un peu ventilé dans toutes les demandes. Là, il faut être beaucoup plus précis. Ce qui est plus dur, après, comme on le disait dans le premier podcast, ça te permet aussi d'avoir du retour beaucoup plus rapidement, beaucoup plus fréquemment. Bien sûr. Bien sûr. Donc l'intérêt, il est là. Après, pour moi, il y a aussi autre chose qu'il faut pas du tout oublier, et je pense que c'est pas le cas, mais en tout cas, il faut pas avoir honte de faire ça. Il faut beaucoup se former. C'est vrai que l'agilité, c'est quelque chose d'assez facilement compréhensible. Mm. On peut lire beaucoup de choses, on entend beaucoup de podcasts, on voit des vidéos. Je pense qu'il faut pas avoir, il faut pas, il faut oser aller se former auprès d'organismes qui connaissent ou alors avoir des gens qui sont formés dans ces équipes, parce que au final, toute la partie théorique ça va quand même énormément servir. Encore une fois, il faut pas être fermé, il faut pas vouloir tout appliquer by the book. Par contre, comme on a pu le dire déjà dans notre première vidéo et comme à mon avis on va le répéter, il y a beaucoup de principes, beaucoup de concepts qui sont simples, fondamentaux, qui font appel au bon sens, certes, mais qui sont pas acquis, pas innés, ou en tout cas, ça fait vraiment du bien de se les rappeler. Donc, un autre conseil, effectivement, bah, formez-vous, formez vos équipes, parce que je pense que c'est vraiment de l'argent bien investi. Yes. Et si je rentre de comment démarrer l'agile aussi, le choix, on l'a dit un peu directement, mais je vais être plus cash, c'est le choix du projet. C'est-à-dire que si vous êtes dans une démarche d'essayer l'agile dans votre entreprise, ça veut dire que le COMEX va le regarder à juste titre avec beaucoup d'intérêt. Ou donc pour que votre démarche elle soit pertinente, il faut que le dimensionnement de votre du produit que vous allez choisir, faut qu'il le soit aussi. C'est-à-dire, faut pas que ce soit un projet trop petit, entre guillemets, très facile, puisque là, on vous dira, bah, c'est normal que ça fonctionne, c'est tellement facile que même en faisant n'importe quoi, alors je dis ça un peu en troll, mais même en faisant n'importe quoi, j'aurais réussi. Et faut pas non plus que le projet soit trop complexe, puisque finalement, c'est vraiment le projet le plus complexe et le niveau moyen de tous vos autres projets n'est pas ce niveau. Donc déjà, il faut que ce soit comparable. Et pourquoi c'est important? C'est parce que, en plus de la difficulté de ce projet, de ce produit, vous allez mettre la difficulté d'apprentissage
d'un nouveau cadre de travail que va être l'agilité. Donc là, il faut vraiment être très pertinent dans le choix de ce projet. Et après, une fois que ce projet est lancé, comme je vous l'ai dit, le COMEX va le suivre à juste titre avec attention. L'idée, c'est comment vous parlez au COMEX, puisqu'il ne faut pas oublier, vous êtes mis en démarche agile. Donc, comme l'a dit Benoît, vous avez commencé à vous former, vous documenter, écouter des podcasts, lire tout ce que vous voulez. Ce qui n'est pas forcément le cas d'un COMEX, puisque, c'est pas forcément ce qu'on lui demande, et puis leurs journées, elles sont déjà chargées. Donc ça veut dire que dans votre manière d'interagir avec le COMEX, va falloir, être fin, mais surtout savoir galvauder, dans le bon sens du terme, ce que vous faites. Vous n'avez pas besoin de le noyer sous la vélocité, sous tous les termes qu'on peut trouver dans l'agilité. Eux, ce qu'ils veulent voir, c'est on avait finalement une idée de produit. On s'est dit qu'à la fin de la première, deuxième, troisième itération, on allait voir, par exemple, dans mon exemple de tout à l'heure, mon assise de chaise longue. Eux, ce qu'ils vont voir, c'est est-ce que, oui, au bout de 3 mois, est-ce que j'ai mon assise ou pas? Si je l'ai, top, comment on l'améliore? Si je l'ai pas, qu'est-ce qui a fait que je ne l'ai pas eu? Est-ce que c'est un problème on va dire, de la jeunesse de l'équipe qui n'est pas encore rodée? Ou finalement, est-ce que c'est un problème produit-marché? Donc, tout ça, ça veut dire qu'il y a des indicateurs qui doivent être mis en place et qui puissent être communiqués. Ça, c'est un point super important, Anthony. On aura peut-être l'occasion de développer un jour dans un podcast dédié, mais Tout ce les qui est OKR, métriques, ouais. voilà, les OKR, les métriques agiles. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'être formé et d'avoir des gens qui sont formés à la théorie de l'agilité. C'est qu'en fait, on peut très vite mal les interpréter. On peut très vite leur faire dire des choses qui sont fausses, notamment quand on va discuter avec un COMEX ou avec des stakeholders. Et ça aussi, c'est vrai que c'est quelque chose auquel il faut prêter une très grande attention parce on peut vraiment très vite dériver et partir dans quelque chose qui est pas vertueux et qui met un peu tout le monde en danger. Yes. Je pense qu'on a fait le tour pour cet épisode de comment démarrer l'agile. Je sais pas ce que tu en penses, Benoît. Oui, je pense aussi. On a, à mon avis, vu les principaux sujets. C'est sûr qu'on n'est pas exhaustif parce on pourrait en parler pendant des heures. Mais selon moi, on a les Oh oui. premières clés pour être capable de se lancer, si j'ose dire, parce qu'il faut se lancer et après voir un petit peu comment on pivote. Ok. Bon, tout de suite, on va passer au takeaway. Donc, que retenir de cet épisode? Benoît, quels sont pour toi les éléments principaux, les 2 éléments Ouais. principaux qu'on va Première, avoir ouais. pour réussir un démarrage agile? Alors, premièrement, je dirais la chose la plus importante, c'est de se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je veux faire de l'agile et qu'est-ce que j'espère en tirer? Ça pour moi c'est fondamental et c'est le premier point, je pense qu'il faut mettre en avant. Ensuite, le deuxième point, je pense, c'est celui pour moi, et tu viendras rajouter toi ce que tu penses, d'avoir les bonnes personnes, d'avoir le bon mindset, on en a parlé lors de notre premier podcast, et de se former, d'avoir les bonnes compétences. Si on se pose les bonnes questions et qu'en plus on s'est formé, on a les bonnes compétences, il y a des chances qu'on réussisse et qu'on aille dans le bon chemin. Yes. Et moi, je vais vous parler des coups de bambou, comme à mon habitude. Donc, ce qu'il faut éviter, selon moi, c'est démarrer l'agile sur un contexte qui ne s'y prête pas. Typiquement, vous le disiez tout à l'heure, une refonte d'un produit existant. Et le deuxième, en fait, c'est vouloir être contre l'agile. C'est-à-dire penser et devoir à tout prix faire de l'agile, alors que finalement, ce qu'on veut faire, c'est du management visuel. On vous remercie énormément pour votre écoute. On vous remercie également pour tous les retours que vous nous avez formulés suite aux 3 premiers épisodes. On est vraiment super contents. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Donc, pour cela, rejoignez le www.agilecommeumpanda.fr et cliquez sur le bouton « Rejoindre le Discord ». On vous y accueillera, la communauté, Benoît et moi, et on sera là pour répondre à vos questions. Et vous pourrez même y solliciter des coachings personnalisés et totalement gratuits. Il n'y a pas de petit alinéa, c'est totalement gratuit, donc vraiment n'hésitez pas. Merci à tous et bonne semaine. Merci tout le monde.